Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce vendredi, la revue générale et conjointe des projets du contrat de désendettement et de développement a pris fin aujourd'hui. Durant 5 jours de travaux, les Ivoiriens et les Français ont évalué les nombreux projets réalisés en Côte d'Ivoire grâce à ce mécanisme. Le forum de coopération économique bilatérale entre la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Centrafrique et le Tchad a aussi refermé ses portes ce vendredi. Durant 72 heures, les opérateurs économiques des pays ont évoqué les possibilités de nouvelles collaborations. Et puis la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation poursuit son dialogue avec les syndicats des enseignants. Cet après-midi, le professeur Marietou Koné a échangé avec les syndicats non signataires du mot d'ordre de grève. Ils ont salué ensemble la reprise du dialogue avec la branche gréviste. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h50 et quel meilleur choix pour vous informer. Ouvert le lundi 7 avril dernier, la revue générale et conjointe des projets du C2D, le contrat de désendettement et de développement s'est achevé aujourd'hui. 5 jours de travaux durant lesquels les parties ivoiriennes et françaises ont évalué l'impact des projets réalisés en Côte d'Ivoire. Le sujet de Nadia Idja et Tanguy Konan. Depuis 2012, ce sont environ 1902 milliards de francs CFA qui ont été investis pour financer le développement de la Côte d'Ivoire dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et de développement. Repartis en 3 tranches, ces mécanismes de financement élaborés sur les périodes 2012-2015, 2014-2020 et 2021-2025 ont atteint un taux d'engagement de l'enveloppe globale estimé à 91,37% de l'enveloppe globale. Durant 5 jours, parties ivoiriennes et françaises ont fait le point des projets et évalué leur impact sur la population. Nous allons vers la fin progressive de ces tranches de C2D. Les projets, certains sont encore à lancer, mais il est important de réfléchir à la suite. Et je voudrais aussi noter à quel point vous avez mené un développement économique de la Côte d'Ivoire avec une maîtrise du réendettement. Il y a un montant total de 1902 milliards dégagés et sur ce montant-là, 1740 milliards ont été remboursés. Il reste encore une trésorerie suffisante qui pourrait permettre donc de continuer les activités au niveau du C2D sans que l'État ait besoin de rembourser davantage. Il y aura un échange de courrier de manière à ce qu'on puisse assurer un suivi, conjointement également avec le Fonds monétaire international qui suit ces questions de remboursement avec beaucoup d'attention. Un bilan positif, salué par le Premier ministre. Cet ancrage est modélisé par le CDD qui donne l'assurance que cette coopération est une coopération de proximité. Et c'est pourquoi nous apprécions au plus haut niveau les études qui seront conduites pour voir l'impact du CDD dans les tissus sociaux. En 12 ans, le C2D, c'est 116 écoles primaires construites, 135 collèges de proximité, l'édification de l'Institut national de formation judiciaire, la construction d'hôpitaux équipés, de ponts, de routes, la fourniture d'eau potable à Abidjan et dans l'ouest du pays, ainsi que l'accompagnement de plus de 50 000 jeunes vers l'emploi. Nous vous le disions en titre, longtemps, peut-être vers la résolution de la crise entre les enseignants et le gouvernement. Cet après-midi, la ministre de l'Éducation nationale a salué la reprise du dialogue avec la branche dure des syndicalistes. Marietou Koné recevait les enseignants non signataires du mot d'ordre de grève. Salifi Alekoué, Joseph Zécré. Abidjan Plateau, cité administrative, cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Échange entre la ministre professeure Marietou Koné et les syndicats de l'éducation nationale, non signataires de la récente grève qui avait paralysé le système éducatif. Des échanges qui ont permis d'aborder plusieurs questions. Elle nous a informé de ce que tous nos camarades qui avaient été arrêtés ont suivi ces efforts avec l'ensemble de ses collaborateurs, les ministres. Aujourd'hui, la plupart ont pu être libérés. Donc c'est un remerciement que nous voulons transmettre particulièrement à notre ministre, mais au-delà, à tout le gouvernement. Et nous sommes tous des Ivoiriens, nous connaissons l'importance de l'éducation. En tant qu'organisation syndicale, nous n'ignorons pas le droit à l'éducation qui est très important pour nos enfants. Il nous a paru important, après avoir désamorcé la crise, de venir aussi
remercier notre ministre de tutelle, remercier tous ses collaborateurs ministres qui se sont investis dans cette crise pour que l'école puisse retrouver sa quiétude. Mariette Okone, pour sa part, s'est félicitée de la reprise du dialogue et des cours dans le secteur, appelant à la cohésion pour affronter les défis. Et je voudrais leur dire merci d'avoir choisi la voie du dialogue, mais je les ai surtout encouragés à la cohésion avec leurs frères, leurs collègues signataires de la grève. L'objectif est le même, c'est la voie qui diffère. Et c'est la même maison de l'éducation nationale, c'est la même maison de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, qu'ils se mettent ensemble. La crise est passée au nom de la cohésion, au nom de l'école ivoirienne, au nom du droit à l'éducation, au nom du droit à la liberté syndicale, et qu'on ait un seul groupe, une seule voie, et de cette seule voie-là, que nous puissions avancer pour la réussite des examens à grand tirage qui commencent, pour la réussite de l'évaluation internationale du PASSEC également qui a cours en ce moment. Plusieurs syndicats du secteur d'éducation avaient lancé une grève avec pour principale revendication l'octroi d'une prime d'incitation financière destinée à valoriser le personnel éducatif. Le ministère de l'Économie, du Plan et du Développement a ouvert hier jeudi un atelier gouvernemental. La réflexion porte sur le renforcement du capital humain en Côte d'Ivoire, l'employabilité des jeunes, le renforcement du système éducatif ou encore l'amélioration des conditions de vie. Voilà entre autres les thématiques qui sont abordées au cours de ces assises. Nikema Moussa, Chèque Bleu. Renforcer le capital humain pour propulser le développement de la Côte d'Ivoire. C'est le thème de cet atelier gouvernemental initié par le ministère de l'Économie, du Plan et du Développement. L'objectif est clair, identifier les politiques clés et faire des recommandations pour améliorer l'indice du développement humain du pays. Le présent atelier de haut niveau est donc opportun pour formuler des propositions concrètes et opérationnelles en vue de doubler l'indice de capital humain de la Côte d'Ivoire au cours des 5 à 10 prochaines années. Je reste convaincu que nos contributions permettront de bâtir une stratégie de développement du capital humain pertinente avec des choix stratégiques sectoriels pour soutenir la croissance économique et promouvoir la prospérité sociale. L'amélioration des compétences des jeunes pour l'emploi, le développement d'une main-d'œuvre qualifiée, la protection et l'utilisation efficiente du capital humain sont tant de thématiques qui seront abordées au cours de cet atelier. Une autre rencontre a aussi refermé sa porte ce vendredi. La première édition du Forum de coopération économique bilatérale entre la Côte d'Ivoire et les États amis que sont le Cameroun, la Centrafrique et le Tchad. Le forum a duré 72 heures au bord de la lagune Ébrié et a permis de renforcer et même d'élaborer d'autres pistes de collaboration entre ces différents pays et le nôtre. Les organisateurs, vous allez le voir, se félicitent des nombreux résultats. Salif Yalekoué, Tanguy Konan. Abidjan a abrité durant 3 jours la première édition du Forum de coopération économique bilatérale entre la Côte d'Ivoire et les États amis du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad. Au terme de cette édition, plusieurs recommandations ont été faites pour renforcer les relations entre ces différents pays. La Côte d'Ivoire, qui est un exemple aujourd'hui à suivre, vient de très loin. Et dans le cadre de ce forum, c'est une belle plateforme pour s'inspirer de ce qui se fait mieux en Côte d'Ivoire, pour que nous voyons dans quelle mesure les faire de même chez nous en République centrafricaine. Pour les initiateurs de ce rendez-vous, ce forum fut une réussite. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, m'a remis ma lettre de cadrage et ma feuille de route dans laquelle justement il me demandait sans délai de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays d'Afrique centrale de ma circonscription. C'est ce que nous avons essayé de faire, bien sûr, avec son précieux et habituel soutien, le soutien du gouvernement ivoirien, mais aussi le soutien des gouvernements dans lesquels je suis accrédité, c'est-à-dire le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique. J'ai voulu surfer, capitaliser l'incroyable élan d'amitié et de fraternité qu'il y a entre les populations de ces différents pays. Et tout le monde a accueilli avec satisfaction cette première étape
Donc tout le monde, comme un seul homme, souhaite une deuxième édition. Cette plateforme régionale ambitionne d'accélérer la transformation locale des matières premières, de promouvoir les investissements croisés et de favoriser les synergies entre les secteurs publics et privés pour bâtir une économie résiliente. À 6 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le PPACI et le PDCI-RDA ont suspendu aujourd'hui leur participation à la CEI, la commission électorale indépendante. Le parti de Laurent Gbagbo, pour sa part, dénonce le refus de la CEI de faire auditer la liste électorale, une liste qu'elle juge depuis quelques mois irrégulière. Les explications de Pierre Dipomela. Le front politique est agité ces dernières semaines en Côte d'Ivoire. À peine le contentieux sur la liste électorale terminé, les récriminations portant sur des irrégularités se sont multipliées. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, dénonçant un refus de la CEI de faire auditer le fichier électoral, a décidé dans un communiqué rendu public de suspendre sa participation à l'organe en charge de l'organisation des élections. J'ai pris la décision de suspendre la participation du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, à la commission électorale indépendante. Quelques heures plus tard, le PDCI-RDA a dit vouloir emboîter le pas au PPACI, annonçant son retrait imminent de la CEI pour les mêmes raisons. Une action qui intervient à quelques mois seulement de l'échéance électorale en Côte d'Ivoire pour la présidentielle d'octobre 2025. Et ce nouveau rebondissement dans le contentieux qui oppose Valérie Yapo, cadre du PDCI-RDA, à Cheikh Tidiane Thiam, le président du vieux parti. Ce vendredi, devant le tribunal de première instance d'Abidjan, la juge en charge de la procédure en référé s'est déclarée incompétente pour statuer sur le fond du dossier. Conséquence, c'est bien, l'affaire a donc été renvoyée au 24 avril prochain. On retrouve Pierre Dipomela. Le litige porte sur la décision du Conseil de discipline excluant Yapo Valérie de toutes les instances du PDCI-RDA. Valérie Yapo, membre du bureau politique du vieux parti, a demandé au juge de casser cette décision, ainsi que la suspension de Tidiane Thiam de la présidence du PDCI-RDA et la nomination d'un administrateur provisoire du PDCI-RDA. Lors de l'audience, la juge des référés a estimé que la nature du contentieux dépasse le cadre de l'urgence et des mesures provisoires, relevant ainsi de la compétence du juge du fond. Très bonne nouvelle selon le maître Ange-Rodrigue Dadjié, l'un des avocats du PDCI-RDA, qui remercie le juge pour la sagesse et la qualité de sa décision. Ce n'est pas une défaite, a estimé pour sa part maître Alain Bokola, l'avocat de Valérie Yapo, qui se remet au 24 avril, où sa cliente a demandé à ce que des mesures soient prises contre non seulement le fait de sa réintégration, mais aussi pour constater l'illégalité de M. Thiam et le sanctionner. Dans un autre chapitre, un total de 31 nouveaux notaires, à savoir 15 hommes et 16 femmes, ont prêté serment hier jeudi au tribunal de première instance du Plateau. C'était en présence des autorités judiciaires. Les nouveaux notaires se sont engagés, vous le verrez, à exercer le métier avec intégrité et dans la transparence. Pierre Dipomela, Tanguy Conan. Tribunal de première instance, après la formation théorique et pratique, ces 31 impétrants font leur entrée dans la chambre des notaires de Côte d'Ivoire. Ils prêtent serment en présence des autorités judiciaires. Des notaires, des aspirants notaires, au terme de leur formation et après avoir été normés par arrêté de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, notaire, prêtent serment devant la cour d'appel préalablement à leur entrée en fonction. C'est cette cérémonie à laquelle nous venons d'assister. C'est un métier difficile, c'est un métier exigeant, c'est un métier mal connu, c'est un métier qui, au-delà de l'expertise juridique, demande de l'expérience professionnelle. C'est pourquoi les notaires, après leur formation universitaire, mettent assez de temps dans les offices pour apprendre les ficelles du métier. Le président de la Chambre des notaires a indiqué quelques principes essentiels du métier et les a invités à gagner la confiance des requérants. Ce serment vous confère aujourd'hui même l'onction pour exercer désormais en qualité de notaire accompli dans votre nouvel univers professionnel, loin des comportements déshonorants et irresponsables que certains de vos pairs se plaisent parfois, hélas, à colporter comme
pour ternir l'image de votre corporation. Vous, au contraire, vous avez le devoir de vous laisser guider dans l'exercice de votre mission par cette étoile brillante de la noble et belle réputation de vos anciens qui ont su marquer de leur compétence et de leur dévouement au travail la fonction notariale. Ces nouveaux notaires vont exercer dans les juridictions de Dabou, Yopougon, Adzopé et Plateau. Ils viennent renforcer le service public notarial en Côte d'Ivoire, fort de près de 270 notaires à ce jour. Le mouvement politique Nouvelle Côte d'Ivoire soutient le RHDP pour la présidentielle d'octobre 2025. C'est ce mercredi 9 avril 2025 que l'annonce de son adhésion a été rendue publique lors d'une cérémonie tenue au siège de l'association des cadres du Centre pour le développement ACCD RHDP. C'était à Cocody-en-Gré en présence de nombreuses personnalités politiques et autres cadres de la Côte d'Ivoire. Nadia Idja, Joseph Zekray. Convaincus de la gouvernance du président Alassane Ouattara et de l'impact de ses projets de développement sur la Côte d'Ivoire, les membres du parti Nouvelle Côte d'Ivoire posent leurs valises au RHDP. Une décision longuement mûrie par ces désormais militants du RHDP. Nous avons l'assurance, la sérénité, la garantie d'un pays stable, les actions concrètes de développement, un pays au travail, le progrès à tous les niveaux. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé d'opter pour le RHDP, c'est-à-dire d'adhérer totalement à la politique de développement du président Alassane Ouattara. Cette adhésion a été saluée par le président de l'association des cadres du Centre pour le RHDP, qui avait à ses côtés, pour accueillir ces nouveaux militants du RHDP, le président du conseil régional du Béquet. Nous sommes fiers de vous et nous sommes oufouettistes. Nous sommes des oufouettistes et le premier des oufouettistes, c'est le président Alassane Ouattara. L'oufouettisme, c'est vraiment la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix, comment est-ce que le pays peut se développer? Et vous, de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, vous avez décidé de venir au RHDP, comme vous-même vous l'avez dit. Merci pour avoir fait ce choix qui est le meilleur choix. Être avec ADO, c'est sûr que notre pays va continuer à se développer dans la paix. L'arrivée des membres du NCI au sein du RHDP n'est pas un cas isolé. Jean-Yves Essy, ancien membre du bureau du PDCI RDA, Koné Tefour, ex-proche de Guillaume Soro, et bien d'autres cadres des partis de l'opposition ont récemment fait allégeance au parti au pouvoir. Le 19h50 reçoit ce soir Delor Inabo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en art oratoire, formateur en prise de parole en public. On vous présente notamment comme un orfèvre des mots. Nous parlons ce soir justement de votre dernière œuvre intitulée « Séduire et convaincre » par sa prise de parole en public. De quel constat vous avez écrit cet ouvrage? Alors, le constat, il est frappant. Je suis formateur, je suis enseignant. À côté de cela, je suis habitué des plateaux télé et radio en Côte d'Ivoire. Ce qui m'a déstabilisé, c'est de constater le niveau d'expression ambiant. Dans les écoles, dans les lycées et même dans les universités, le constat fait peur. Les gens parlent mal, les gens ne savent pas s'exprimer et les gens ne savent pas convaincre. Partant de là, quand je me rends compte de l'enthousiasme qu'il y a autour de ma prise de parole sur les plateaux télé et radio, je me dis qu'il y a quelque chose qui devrait m'amener à partager les secrets de mon succès en griffes. Bien parler est devenu une denrée rare, vous le dites si bien. Convaincre, là, c'est devenu beaucoup plus compliqué. N'est-ce pas parce que les gens, pour la plupart, ignorent les principes même qui fondent la prise de parole en public et surtout l'art de convaincre? Bien entendu, tout ce qui est mal fait, la plupart du temps, part de l'ignorance. Et c'est en cela que j'ai décidé de théoriser des techniques que j'ai personnellement éprouvées. Ce sont des choses qui ont marché pour moi. Ce sont des techniques qui ne sont pas inventées. Elles ont été testées et elles ont produit des résultats. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je fais l'unanimité dans mes prises de parole. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Certains croient en des capacités innées. D'autres pensent que les capacités, le talent se développent. Et moi, je fais partie de cette seconde catégorie. C'est ce qui m'amène à théoriser les recettes qui marchent pour moi et de les partager, de sorte à corriger les erreurs. Quelles sont justement ces techniques? Elles sont nombreuses. De toute façon, j'ai fait un livre en 3 parties qui tourne autour de 8 chapitres et qui sont assez, je veux dire, fournis pour ces chapitres-là, pour donner des réponses aux gens. Mais ce que j'aimerais dire,
c'est que bien parler, ce n'est pas seulement dire des choses agréables à écouter. Ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il faut parler de sorte à être agréable à entendre. C'est une bonne chose, mais il faut aussi parler pour avoir un fond. Il faut que ce qu'on dise rencontre des oreilles, comment dirais-je, qui sont susceptibles d'accepter et de comprendre, d'adhérer à l'idée qui est donnée. Et c'est là que le travail de persuasion s'opère. Ce que j'enseigne dans ce livre, c'est comment faire d'un message un message percutant qui puisse créer l'adhésion, qui puisse aboutir à une espèce de conviction ferme dans le cœur de ceux qui nous écoutent. Quelle place occupe la voix et le langage justement dans ce processus? La voix fait partie de, je veux dire, la grande famille de ce qu'on appelle la communication non verbale. Quand on entend quelqu'un qui a ta voix, on est tout de suite rassuré dans un encart comme le JT, parce que ça impose par le coffre le respect et ça donne une certaine crédibilité. Ça, c'est bon. Mais quand on a la belle voix, quand on a la bonne voix, il faut aussi avoir le bon message. On parle maintenant de contenu. On a souvent des personnes qui ont des choses intéressantes à dire, mais parce que ces choses-là sont mal structurées, mal agencées, le message passe mal. Et le message qui est pourtant bon dans le fond n'est pas bien reçu parce que mal orienté, mal structuré. Et mon message part de la forme non verbale, justement, voix, posture, tenue, etc., tout ça, jusqu'au fond du message, structuration de la pensée pour pouvoir trouver un terrain favorable. Et dans ce livre, justement, vous abordez l'une des questions essentielles, c'est la façon dont nous devons poser les questions. Y a-t-il une façon spéciale, je me suis demandé dans la préparation de cette interview, de poser les questions lorsque nous sommes dans une interview, dans un débat, dans une simple communication verbale? Oui, parce que toutes les questions ne sont pas toujours basées sur la bonne foi. Il y a des questions tendancieuses, il y a des questions dont la finalité n'est pas d'obtenir une réponse, mais de déstabiliser la personne à qui on parle. Et j'ai développé toute une partie pour les performances médiatiques, surtout dans les médias. Et là, je parle aux artistes, je parle aux hommes politiques, je parle aux sportifs. Quand vous vous retrouvez devant un journaliste, ne vous leurrez pas, ce n'est pas toujours que cette personne cherche des réponses. Cette personne, par la qualité ou la forme de ses questions, peut tenter de vous déstabiliser. Donc oui, il y a plusieurs questions, plusieurs manières de poser des questions et il faut les connaître pour ne pas tomber dans le panneau. Et vous parlez justement de déstabilisation. On dit très souvent, en situation de prise de parole en public, que c'est lorsque nous sommes en manque d'arguments que l'on commence donc à s'énerver. Et c'est devenu monnaie courante aujourd'hui dans les débats, notamment même chez nous. On le constate dans notre grande émission de débat tous les dimanches. Certains s'énervent lorsqu'ils sont en manque d'arguments ou lorsqu'ils reçoivent des attaques personnelles. Comment est-ce qu'ils devraient gérer cette situation? Déjà, est-ce que dans un débat, les attaques personnelles sont permises? Bon, je ne vais pas donner de jugement de valeur personnelle, mais ce que vous dites là, je l'ai expliqué dans le livre et je vous le dis rapidement en deux structures. La première des choses, c'est que quand on est en difficulté, parce que bien entendu, quel que soit le bord politique où on est, il y a des questions qui nous mettent en difficulté. Comment faire face? Comment arriver à convaincre même en situation difficile? Ce que je viens de dire là, c'est le titre d'un chapitre de ce livre. Convaincre en situation difficile. À côté de cela, oui, quelqu'un a dit, un auteur que j'affectionne particulièrement, que la parole est un sport de combat. On ne vient pas sur un plateau télé pour se faire applaudir par ses contradicteurs, non. Il faut donc se préparer. Quand on se prépare, on sait qu'il y a des terrains glissants qui ne sont pas à notre avantage et on sait qu'il y a des terrains positifs où on excelle. Comment est-ce qu'on fait quand on sait clairement les points sur lesquels on pourrait être mis en difficulté? Il y a une manière de solutionner ces questions-là. C'est quand on ignore comment faire que quand on est mis en difficulté, l'invective sort, les attaques personnelles sortent. Mais quand on est bien préparé, on en rigole presque. Et cela m'amène justement à vous parler du sens de la répartie. En 30 secondes, qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on le développe? Alors, la répartie, c'est un exercice subtil entre rapidité, intelligence et esprit. La répartie, ce n'est pas la vulgarité, ce n'est pas parler mal. La répartie, c'est ce que j'appelle souvent pour rigoler le propos à emporter. C'est-à-dire qu'on finit de te donner une réponse, sur le coup, tu n'as rien compris. C'est 2 jours plus tard, sous la douche, que tu te rends compte du coup qu'on t'a... On se suit? Bien sûr. Voilà, donc ce n'est pas un truc, une technique de premier chant, de première intention. La personne en voit, c'est un coup véritable, mais sur le champ, vous ne vous en rendez pas compte. Ceux qui ont vu rigolent de vous, sauf vous. Et c'est plus tard que vous vous rendez compte de la méchanceté qu'on vous a adressée. Alors, moi, j'enseigne
comment, quelle que soit la situation, on peut s'en sortir avec des réparties piquantes, mais comment aussi déjouer les effets négatifs d'une répartie qui a été bien amenée. On se souvient par exemple, en parlant du sens de la répartie, du débat de l'entre-deux tours entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Lorsque François Hollande dit à Nicolas Sarkozy, moi président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour toucher ceci, pour toucher cela. Et alors qu'on pensait le président Sarkozy totalement abattu, il nous sort un sens de la répartie extraordinaire qui est resté dans les annales. Il nous dit, vous venez de nous faire un beau discours, on en avait presque la larme à l'œil, mais c'est le même François Hollande qui, quand il s'enflamme dans les meetings, en mimant Mitterrand, dit « Je ne travaillerai ni avec les préfets, les gendarmes, les policiers qui étaient aux côtés de Nicolas Sarkozy ». Comment est-ce que vous analysez ça? Alors, j'ai donné une formation exactement sur le modèle de réflexion et de répartie des hommes politiques français. Ils sont excellents, et ça, c'est indéniable. Hollande s'est fait prendre sur ce coup. Sarkozy a été plus fort. Mais cette dualité-là, c'est de tradition en France. On a vu Mitterrand face à Chirac. Oui. Et Mitterrand, c'est un expert en la matière. Alors, ça s'apprend. Et comme je vous ai dit, comme on a prévu tout ce qui pourrait être soulevé pour nous mettre en difficulté, moi, président, il cite dans ces phrases-là les incapacités de son contradicteur. Celui-ci les connaît, les dites incapacités. Observez que dans sa réponse, il ne répond pas au fond, mais il remet plutôt en doute la crédibilité de celui qui est en train de le critiquer. Exactement. Il n'y a pas meilleure tactique que ça. Et ce sont des tactiques, justement, que vous enseignez dans ce livre. Merci beaucoup, Delors Inabo. Vous êtes donc expert en art oratoire, formateur en prise de parole en public. Et nous parlions à l'instant de votre dernière sortie, Séduire et convaincre par sa prise de parole en public. C'est ça. Et le livre sort demain, samedi 12, au Palais de la Culture, où je me tiendrai là. On va discuter autour de ce livre. Je ferai des dédicaces. Nous vous y rejoindrons. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, c'est sur cette dernière partie, cet entretien, que nous refermons les portes de ce NCI News. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Passez un bon week-end sur la nouvelle chaîne ivoirienne.